députés de Marseille, on se retrouve très régulièrement sur des sujets, eh bien, on voit qu'on est en phase et que finalement, quelque part, les territoires nous imprègnent pleinement de ce qu'on doit faire pour nos concitoyens. Alors, Dominique est très actif à l'Assemblée et il a souhaité s'intéresser à un sujet très important et un sujet qui enfin qui a fait enfin un écho favorable auprès de la présidence de la République, puisque récemment le président de la République l'a convié dans le cadre d'un déplacement pour rappeler qu'un certain nombre de dérapages n'étaient plus possibles et qu'à la fois nous sommes très attachés à la solidarité, au soutien pour les personnes qui en ont véritablement besoin. D'un autre côté, nous n'acceptons pas que certains profitent du système et qu'ils tuent le système. Et dans une période financièrement et économiquement pour notre pays, c'est très difficile, eh bien, il est important de réserver ces aides pour nos concitoyens qui en ont besoin et donc d'être très sévère avec tous ceux qui veulent se servir du système pour vivre leur petite vie alors qu'ils n'en ont pas besoin. Donc, a travaillé depuis un certain nombre d'années. Il est véritablement maintenant un grand spécialiste. Il a rendu un rapport, il a travaillé donc avec le comité d'évaluation et de contrôle, un rapport qui a d'ailleurs été voté à l'unanimité. C'est quand même une preuve de qualité du rapport et du travail qui a été fait. Et je le remercie d'avoir accepté cet échange. Je voulais bien qu'il soit des nôtres depuis longtemps et je me réjouis donc qu'aujourd'hui il ait pu venir. Alors, dans des conditions un peu compliquées, nous étions un peu inquiets parce que nous l'appelions et il ne répondait pas. Et donc j'ai appris que pour être à l'heure, il était venu en Moscou de Marseille puisque mes permettez-moi avant de lui donner la parole et de vous laisser donc avoir cet échange avec lui. Permettez-moi de vous remercier, vous tous qui avez répondu à notre invitation, de remercier les élus qui sont ici, Gilbert Thibault, le maire de Pégoma, toujours fidèle, toujours présent. Merci beaucoup Gilbert. Voilà. Ils sont toujours ensemble, solidaires. André Wada, le maire de la Roquette, merci beaucoup André Michel Olivier, le maire d'Ambon-Torrent, merci beaucoup. Michel, je ne sais pas si tous les élus, Didier Carré-Ferraud, des nombreux élus du Canet qui sont ici, Daniel Maillarelli, j'ai vu des élus de Valoris et je les remercie. Je salue Muriel, France, donc nos élus de Grasse. Grasse qui est toujours aussi bien représentée. Et puis je remercie nos délégués de circonscription. Patrick est absent puisqu'il était sur le Grand Prix du Brésil, vous l'avez entendu. Mais donc David qui est là, il est présent, je le remercie. D'ailleurs, je l'encourage à venir s'asseoir devant, il est resté au fond, bienvenue. En tout cas, merci à vous tous de vous être mobilisés. Je pense que vous serez ravis de cet échange avec le député talentueux de Marseille, Dominique. Merci Dominique. Bien, merci Michel de ton accueil. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps, par celle du week-end, qui fait beaucoup d'actions. Et puis je me souviens encore de ta venue pour un meeting à Madeleine, qui était venu avec un certain nombre de nos amis dans une campagne présidentielle qui paraît maintenant lointaine. Voilà. Mais j'avais vu beaucoup de visages amis dans une salle de meeting, donc j'avais craint en même temps qu'elle soit pas pleine. Donc quand j'ai vu les gens qui arrivaient autour de toi en bus, je me suis dit vraiment cette elle est géniale. Même pour les combats pas forcément gagnés d'avance, elle est là. Et elle nous avait bien rempli la salle aussi. Et d'ailleurs, c'est un souvenir qui est très fort pour moi. Donc quand tu m'as proposé de venir dans cette réunion dans ta ville, j'ai tout de suite dit oui. Et après, on va déplacer l'heure, on est passé du matin à midi, mais pour moi c'est toujours un grand plaisir. Voilà, c'est vrai que j'étais un peu stressé parce que ce matin les taxis bloquaient Marseille, ce qui est toujours gênant. À Marseille il se passe toujours quelque chose. Je m'en connais aussi bien. Je me suis dit bon ça, comment je vais me sortir de ce mot au départ, puisque l'ensemble des autoroutes étaient fermées, j'ai pris la moto, voilà. Et j'ai pas tout à fait respecté le code de la route, mais comme personne ne le sait, c'est pas très grave. J'entendais le téléphone qui sonnait, je me disais, alors, moi je suis à peu près à l'heure, soit je réponds au téléphone, donc j'ai décidé d'être plutôt à peu près à l'heure. Bien, écoutez, merci d'avoir pris sur votre temps pour venir m'écouter sur un sujet qui est un sujet évidemment intéressant, mais que le président de la République a repris la semaine dernière lors d'un voyage à Bordeaux sur la fraude sociale. Et ça n'est pas
si fréquent que ça, que un personnage aussi important que le président de la République fasse un voyage sur ce thème, sur le thème de la fraude sociale. Alors, comment je me suis intéressé à la fraude sociale? Alors, Michel a dit maire d'un secteur de Marseille. Bon, elle n'a pas dit Dominique est maire d'un arrondissement de Marseille, puisque par définition, je suis maire de 2 arrondissements de Marseille. Alors, à Paris et à Lyon, il y a un maire, un arrondissement, les choses sont claires. À Marseille, pourquoi donc Dominique est-il maire de 2 arrondissements? Est-ce qu'il a piqué l'arrondissement de son voisin? Est-ce qu'il a annexé? A-t-il monté une opération particulière? Non, pas du tout. C'est comme ça que ça commence pour la fraude pour moi, puisque en 1983, Gaston Defferre fait Paris et Lyon une mairie par arrondissement, c'est la loi PLM, et à Marseille, il redécoupe de manière à être réélu, même s'il a moins de voix que Jean-Claude Gaudin. C'est ainsi que ça s'est passé, c'était en 83. Gaston Defferre fait 6 000 voix de moins que Jean-Claude Gaudin, ce qui n'est pas rien, 6 000 voix. Et il a été, lui, néanmoins, maire de Marseille, donc avec une fraude qui a fait qu'à Marseille, nous sommes maires de 2 arrondissements, alors que partout ailleurs, les choses sont différentes. Alors c'était cette première opération qui fait qu'en 83, nous ne prenons pas la mairie de Marseille, alors que nous sommes majoritaires, et ça c'est une brûlure au fer rouge, parce qu'elle privait d'une victoire démocratique, ça paraît tellement hallucinant, tu vois ce qui se passerait dans une autre commune si c'était ainsi. À Marseille, les gens se sont dit, bon, finalement, Gaston Defferre étant le ministre de l'Intérieur, n'a-t-il pas finalement un peu le droit de découper comme il le veut? C'est pour moi, politiquement, quelque chose dont je reste encore très marqué. Et mes collègues également. Et maintenant, on a réussi à gagner Marseille malgré cela. Et puis la deuxième expérience, c'est peut-être aussi le Conseil général des Bouches-du-Rhône, le Conseil général des Bouches-du-Rhône dont je ne vais pas vous parler spécialement aujourd'hui, parce que vous en savez à peu près autant que moi. Le président Guérini a atteint une notoriété nationale, complicité de malfaiteurs, blanchiment d'argent. Toujours dans la Provence, il y avait un article où, enfin c'était globalement, où est-ce que Jean-Noël Guérini a caché son argent dans le monde. Voilà, dans le monde, voilà. Alors il y a la Suisse comme voilà, le Luxembourg, enfin ça est classique, et puis ensuite les îles Caïmans, le Dakota du Sud, et d'autres pays comme ça, plus exotiques, mais donc c'est tout l'argent que les frères Guérini ont volé, c'est à peu près 30 millions d'euros au dernier recensement. Et ils ne font ça, alors c'est là que continue une pratique que malheureusement on a beaucoup connue dans les Bouches-du-Rhône, et dans le Conseil général des Bouches-du-Rhône, dont beaucoup sont mis en examen. À la communauté urbaine, c'est le cas aussi, vérifié par les spécialistes, on ne compte pas le nombre de personnes mises en examen, et au conseil régional, Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a également un certain nombre de personnes mises en examen, donc c'est comme si on perpétuait en quelque sorte une tradition du sud de la France, que je déteste, cette tradition qui consiste à finalement confondre un peu l'argent du contribuable et l'argent de ses propres, voilà, donc c'est du détournement qui se pratique depuis des années, qui est extrêmement choquant pour les gens qui sont honnêtes, autour de Jean-Claude Gaudin, et donc on aimerait bien qu'enfin à Marseille les choses se passent normalement, et comme je suis marseillais, je le dis avec beaucoup de force. Alors c'est peut-être à cause de ça, à cause de ce climat du Conseil général, j'étais du Conseil général, quand j'ai demandé au président comment exactement, monsieur le président, le RMI est attribué à les Bouches-du-Rhône, il m'a répondu, c'est un peu mon problème, pas le tien. Et je lui dis, je ne comprends pas, parce que je suis du Conseil général, je ne sais même pas comment ça se passe. Il m'a dit, ben, écoute, le mieux, c'est que tu fasses plus tout à détail, parce que c'est particulièrement pour la part. Bien sûr que c'est vrai. Et donc, avec certains de mes collègues, on s'est dit, président, vous instruisez le dossier du RMI, c'est l'État qui règle. Donc, a priori, peut-être qu'on en discute 5 minutes. On a saisi la Chambre régionale des comptes en demandant quelques chiffres et comment ça se passait. Il y avait 60 000 RMI, c'est sur les RSA, RMI dans les Bouches-du-Rhône. 3 mois après, il y en avait 10 000 de moins. Voilà. 10 000 de moins sur simple application d'un certain nombre de critères, ce qui fait qu'en réalité, j'ai compris que le RMI à l'époque était attribué à la tête du client et en fonction des opinions politiques, c'était quand même assez choquant pour une aide sociale. Alors, je dirais ça, heureusement, les choses sont un petit peu différentes, si je reviendrai. Donc, c'est vrai que j'arrive à la commission des affaires sociales, je suis le suppléant de Jean-François Mattei, donc je lui succède dans sa commission, et très rapidement, et sans doute Michel a eu la même impression, à chaque PLFSS, projet de loi de financement de sécurité sociale, j'ai un peu l'impression qu'on nous demande toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire, il y a un déficit de la sécurité sociale que vous connaissez, bien sûr, un déficit qui est vraiment important, entre 15 et 30 milliards par an, un déficit cumulé de la sécurité sociale qui est à 135 milliards d'euros, 135 milliards d'euros. Bon, ce qui pose quand même des sortes de questions sur la gestion du social. Et nous, dans cette commission, on a l'impression que finalement on tourne les mêmes œufs tous les années,
toutes les années, qu'on prend des taxes un peu partout sur les mêmes trucs, que la bouteille de pastilles c'est à 82% de taxes, et que le prix de la cigarette augmente chaque année, et même si c'est soi-disant pour des raisons de santé publique, il n'a pas échappé aux uns et aux autres que l'argent rentrait dans les caisses de l'État. Alors donc cette situation me paraît quand même un petit peu étonnante, et avec quelques-uns de mes collègues, Jean-Pierre Dor, Pierre Morange, on se dit quand même, c'est quand même une commission bizarre, on gère 1600 milliards. Et finalement, on discute que d'augmentation de taxes sans trop vraiment s'occuper de la gestion de la sphère sociale, et sans doute y a-t-il un petit peu de gras, sans doute y a-t-il des choses qu'on peut améliorer, sans doute y a-t-il un certain élément qu'on peut progresser. Et mes collègues ne sont pas très, sont pas exactement sur la même longueur d'onde, parce que beaucoup pensent que dans le social, même s'il y a un petit peu de gras, même s'il y a des choses qui sont attribuées de ceci ou de toute façon, après tout, comme on aide des gens qui ne sont pas des gens qui sont des gens de difficulté, c'est un peu de gaspillage, après tout, les choses sont pas très compliquées. Globalement, c'est dans les années 2002-2003, la tendance générale de dire, bon, le social, tout le monde sait qu'il y a un peu de gras, il y a un peu des gens qui trichent, il y a un peu qui abusent, bon, chacun le sait. Enfin, ce sont des gens malheureux, alors ces gens malheureux, on ne va pas non plus les fustiger, les marquer, les regarder, et c'est un petit peu l'ambiance générale. Donc, sur l'évaluation des politiques, on n'est pas au top. Et puis un jour, moi j'aime bien la presse, je vous dis franchement, j'aime bien la presse d'investigation parce qu'elle dit des choses que parfois le monde politique n'ose pas dire. Et c'est sur TF1, il y a une émission, et dimanche soir, moi je regarde ça, et il y a des gars qui sont en train de vendre des kits acédiques. Voilà, ils sont dans des bureaux de la FPE et des acédiques, ils sont bien organisés visiblement, et ils vendent, ils disent au type, est-ce que vous voulez acheter un kit acédique? Avec ce kit, vous aurez une fausse entreprise, une fausse fiche de salaire, et puis vous serez mis au chômage d'une façon tout à fait évidente, mais par contre, là vous avez deux choix. Le premier choix, c'est de vous acheter le kit pour 500 €. Le deuxième choix, vous le louez, parce que vous n'avez pas les moyens, donc on fait l'avance pour vous, donc c'est une sorte de crédit, de leasing qui est accordé aux gens, et tout ça a l'air de fonctionner de manière un petit peu industrielle. Quand je regarde ça, complètement affolé, enfin affolé, étonné, et puis je dis quand même, c'est marrant ce truc-là, quand c'est une émission de télé, bon. Et puis je me renseignais un peu, le mardi d'après, il y avait des réunions de groupe, enfin il y a toujours des réunions de groupe, il y a aussi des réunions de commission, et j'ai dit, écoutez, j'ai vu quelque chose d'assez impressionnant. Il y a des gars qui vendent des kits, qui disent c'est la télévision, etc. C'est quand même, pour être peut-être s'intéresser à ça. Donc je complète ma enquête, et puis je m'aperçois quand même que le phénomène a l'air d'être à peu près connu, mais pas tellement combattu. Alors je me bagarre, je rencontre des gens du TF, on discute les uns avec les autres. Le gars du PS avait vu à peu près la même émission, j'ai envoyé la cassette, donc les choses avaient progressé, des articles de presse. On dit, écoutez, on ne va pas continuer dans cette commission à augmenter le bouquet de pastilles si on ne s'occupe pas aussi du phénomène industriel d'escroquerie dont semblent être victimes les acédiques. Bon, la mission est créée. Cette mission, c'est 12 parlementaires, moitié PS, PS, UMP, Nouveau Centre et Parti communiste. Et nous enquêtons pendant quelques mois sur 22 affaires dont l'escroquerie dont sont victimes les acédiques. On arrive à la conclusion que l'UNEDIC s'est fait voler 150 millions d'euros par an, uniquement de manière industrielle, organisée, en escroquerie en bande. Voilà, c'est pas le gars qui a retrouvé un boulot et qui est obligé de dire, mais on fait que les escroqueries sont montées de manière industrielle par des gens, souvent des communautés, d'ailleurs, de manière communautaire, et on découvre, par exemple, que dans une affaire, il y a 800 personnes qui sont mises en examen. On découvre une affaire où il y en a 1800. On découvre des gars génieux qui avaient créé 700 fausses sociétés. Donc on découvre des trucs complètement hallucinants, une équipe de 6 gars qui avait escroqué 80 millions d'euros. Bon, sur des fausses sociétés, montées, etc. Et sans que les contrôles ne paraissent très évidents. Alors, on fait un bon boulot, on fait un boulot à l'unanimité, et ce boulot permet d'arriver à un certain nombre de conclusions et de sécuriser, notamment l'ACEDIC et l'UNEDIC, et surtout ça débouchera un peu plus tard, notamment sur la création de Pôle emploi, que vous connaissez, qui est donc maintenant le service public de l'emploi, qui est un service public a priori plus sécurisé, bien que j'ai remarqué dans la presse qu'il y a encore 2 gars qui avaient escroqué 1 million d'euros sur exactement la même méthode, ce qui fait qu'il faut toujours être vigilant, mais on prend l'ensemble des dispositions, et c'est la première fois qu'un rapport parlementaire existe sur un sujet qui est sur le sujet de la fraude. Voilà. Et là, même si c'est la fraude dont est victime l'UNEDIC, on a déjà commencé, le petit premier coin est enfoncé. Mais ma grande idée, notre grande idée à un certain nombre de députés,
c'est de dire quand même sur la fraude sociale, il faudra un jour qu'on arrive à faire une étude, parce que c'est pas possible de rester comme ça. L'arrivée du président Sarkozy, qui a sur la fraude sociale pris des positions publiques très fortes. Ça a été un thème de campagne de la dernière élection présidentielle. C'est pas possible que sur la fraude sociale on n'enquête pas, c'est pas possible de regarder ce qui se passe, c'est pas possible sur le système social de ne pas s'y intéresser plus près. Donc c'est vrai que le président de la République, à l'époque du candidat, il fait des déclarations très fortes sur la fraude sociale. Il nous faut un petit peu de temps pour le traduire en véritable travail parlementaire, tout simplement parce que tu le sais parfaitement, il faut l'unanimité pour créer une mission ou une commission, et donc l'unanimité, ça veut dire que les uns et les autres doivent faire un peu de chemin ensemble, et puis ensuite, on va enquêter à parité. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Donc, cette mission est créée il y a 2 ans. C'est une mission qui est présidée à la fois par l'UMP et à la fois par le Parti Socialiste, et j'en suis le rapporteur, et nous nous mettons au travail sur la fraude sociale. Cette enquête va durer 9 mois, et elle va être, je crois, assez sérieuse, et nous arrivons à la conclusion prise, comme tu l'as dit tout à l'heure, à l'unanimité. Et quand je dis l'unanimité, c'est même le Parti communiste. Donc il n'a pas voté pour, parce que c'est pas en tradition, là-dessus, donc ils ont contre le Parti communiste, et là, ils n'ont pas pu, et donc ils se sont abstenus, donc les autres ont voté pour ce rapport, et donc c'est un rapport partagé, ce dont je me félicite évidemment. Alors le constat, c'est 20 milliards d'euros par an. Voilà. Alors 20 milliards d'euros, c'est pas rien. C'est vraiment un chiffre tout à fait consternant. Nous ne sommes pas les seuls à l'annoncer, puisque la Cour des comptes confirme ce chiffre. En réalité, ils ont mené leur enquête de leur côté, nous de la nôtre. Et puis, le Conseil des prélèvements obligatoires, ils ont le même chiffre, donc tout le monde est à peu près d'accord, c'est 20 milliards d'euros par an qui sont liés à la fraude sociale. Alors, le plus gros chapitre, et il n'est pas l'honneur de notre pays, c'est la fraude au travail au noir, aux encaissements. C'est notre pays se situe maintenant, parce qu'évidemment on a progressé ces dernières semaines et ces derniers mois, globalement entre la Grèce et le Portugal il y a quelques années. Voilà. Bon, c'est-à-dire que le travail au noir, c'est devenu un petit peu un phénomène un petit peu français, malheureusement, parce que les pouvoirs publics n'ont pas joué leur rôle complètement, parce que les uns et les autres n'ont pas pris la dimension de ce que ça voulait dire, de ce pan entier de l'économie. Et on récupère très peu d'argent, puisque sur ces 17 milliards, on ne récupère que 200 millions, ce qui fait que ça n'est pas beaucoup. Alors, pourquoi on est arrivé à cette situation? Tout simplement, alors, quelles sont les professions où il y a un vrai souci? C'est le bâtiment, incontestablement. Parce que, par exemple, sur les appels d'offres, on a été tellement exigeants avec les entreprises que souvent, on se retrouve avec le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant qui est là parce que c'est comme ça que c'est fait, parce que les uns et les autres n'ont pas été assez regardants. Et quand je dis les uns et les autres, c'est les communes, c'est les régions, c'est les départements, mais c'est aussi les gendarmes, puisque un certain nombre de casernes de gendarmerie ont été construites, je me connais de le savoir, par des gens qui travaillaient au noir, tout simplement, parce que c'était devenu en quelque sorte, comme il n'y avait pas de répression d'État, comme il y avait même des gens qui s'interdisent d'y aller. Par exemple, je pense à l'inspection du travail, je me suis vraiment angoissé avec l'inspection du travail en disant pourquoi on ne fait pas de contrôle. Et l'inspection du travail, notamment la syndicat CGT, me dit, monsieur le député, on ne va pas faire de contrôle, par définition, notre rôle n'est pas de faire la chasse à ceux qui travaillent au noir. Il dit, mais si vous faites la chasse, messieurs, mesdames, travaillez au noir, vous faites aussi la chasse au mauvais patron. Alors faites les deux. Et si vous ne voulez pas exactement prendre les gens et leur dire, écoutez, vous travaillez au noir, c'est pas bien, écoutez, faites semblant de pas les voir, mais au moins c'est le chef d'entreprise, parce que sinon on n'avancera pas. Donc vous voyez, c'est toute cette culture qui fait que finalement, on ne réagissait pas et qui nous a conduit à cette catastrophe. Alors un jour, il y a Noël Mamère, un de nos collègues, qui m'appelle et qui me dit, dis-moi, est-ce que tu connais Mamadou? Non. Bon, elle est assez dommage parce qu'il est en train de repeindre ton bureau depuis une semaine à l'Assemblée nationale. Il me dit que tu es plutôt sympa, voilà. Bien que tu sois à droite populaire, il semble que tu sois plutôt bien sympa. Et donc, il voulait que tu viennes témoigner que tu l'as vu dans ton bureau. Parce qu'il est sans papier, évidemment, sans contrat, et il travaille à l'Assemblée nationale. C'est là. Bon, je me demande que tu me dis bonjour patron, patron non, mais bonjour monsieur Mamadou. Et puis donc ils sont deux comme ça, je me dis tu reconnais lui, je dis oui je reconnais, etc. Donc c'est vrai que en l'occurrence, cette entreprise de peinture qui était le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant, comme d'habitude, était là avec quand même l'entreprise générale était quand même l'un des leaders mondial du bâtiment dans notre pays. Leader mondial, voilà, c'est pas n'importe quoi, une très très grosse entreprise. Donc, même à l'Assemblée nationale,
dans les gendarmeries, on se retrouve dans une situation où finalement, à la fois parce que les Français ne veulent pas faire ce type de job, il faut le dire, parce que les Français ne veulent pas faire ce type de job, parce que c'est pénible, parce que etc. À la fois parce que les filières d'immigration se sont organisées, tout le monde finalement ferme les yeux et dit écoutez, c'est quand même nécessaire, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des milliers de sans-papiers ils ont autant de papiers que vous, mais ils ont perdu. Voilà, et ils sont rentrés illégalement sur le territoire national. Alors, c'est le sans-papier, c'est aussi qui vous demande de piquer le papier. Non, c'est qu'il y a quelqu'un qui est rentré illégalement sur le territoire national, et en discutant avec les gars, ils m'ont dit, vous savez, on trouve un emploi très rapidement. Très rapidement. Et les entreprises nous disent, mais écoutez, si on fait venir des gens comme ça, c'est aussi parce qu'ils ont un emploi qui est assuré et que de toute façon les Français ne veulent pas le faire. Donc on se débrouille comme on peut. Bon, c'est pas tout à fait acceptable comme démarche, il vaut mieux que les choses marchent normalement, mais en l'occurrence, les uns et les autres n'ont pas été bons dans ce système, et donc c'est quelque chose qu'il faut complètement ne plus accepter. Il y a aussi la confection qui peut vraiment poser des gros problèmes. Voilà, la confection pose de gros problèmes, et notamment certaines filières chinoises posent beaucoup de difficultés, il faut se reconnaître que c'est vraiment de manière industrielle. Puis après, il y a des sociétés de gardiennage, des sociétés qui, évidemment, ont recours à ce type de méthode, mais c'est pas un phénomène qui est marginal, c'est pas un phénomène qui est énorme. Ce qui nous intéressait, c'est pas le gars qui est en maladie, qui travaille en même temps au noir, c'est comment des gens peuvent créer des sociétés bidons, à la fois pour, je vous ai expliqué, pour les asténiques, mais à la fois aussi pour le travail au noir, où ils fournissent comme des grandes sociétés d'intérim des intérimaires qui sont en réalité des gens non déclarés, et tout ça est en train de pourrir la société française. Les chiffres sont énormes, et malheureusement, on a laissé les choses un peu perdurer. Alors, on a évidemment préconisé un certain nombre de méthodes et un certain nombre de mesures d'urgence à prendre à l'unanimité. Je vous en résume notamment la plus importante, c'est la création d'un fichier national des interdits de gérer, parce que dans notre pays, vous créez une société comme vous voulez. Alors c'est la dématérialisation, il faut aller vite, c'est simple, 1 euro et encore, ne faisons pas. Chaque fois qu'on met du temps à créer une société, on risque de perdre des emplois. Tous ces genres de bêtises vous conduisent à créer des cartes d'identité pour les entreprises, avec des vérifications minimum, puisque vous pouvez déclarer une société avec un coursier qui vous donne une photocopie de l'identité. Et arrive, et celui-là vous déclare la société qui veut. Donc dire, vous allez trop loin. Donc, fichier national des interdits gérés, ça va être efficace, et c'est mis en place depuis la loi Warsmann de simplification du droit. Deuxièmement, quand on met doigt dans la confiture, il faut payer. Alors, on est parti du principe qu'on allait forfaitiser les amendes, parce que vous avez sans doute vu que quand quelqu'un est pris en train de travailler sur un chantier, il vient d'arriver. Il n'est jamais là depuis longtemps. Il vient d'arriver le matin, donc comme le inspecteur de l'URSSAF ne peut pas prouver, etc., les amendes sont ridicules. Donc là, c'est pas compliqué, c'est 6 mois, tout de suite. Voilà. Vous êtes là depuis ce matin ou depuis 1 mois, on ne sait pas, vous prenez 6 mois d'indemnité, 6 mois d'équivalent SMIC, que vous payez sur ça automatiquement. Et comme il faut aussi quand même pas prendre les gens pour les idiots, ceux qui travaillent sur le chantier, eux, ils prendront 1 mois aussi de SMIC à verser sur ça. Bon, alors c'est pas beaucoup, mais enfin c'est quand même un peu dissuasif, et puis si ça vous arrive de temps en temps, ça devrait un petit peu vous calmer, parce qu'en principe, quand vous faites ce genre de choses, si vous êtes entré légalement sur le territoire national et si vous êtes français, en principe, vous touchez d'autres aides par ailleurs, ce qui évidemment est quelque chose qui n'est pas tout à fait acceptable. Voilà, c'est 2 des mesures qui sont les mesures les plus importantes. La troisième, elle est aussi très vache, elle est tirée du fisc. Et la méthode fiscale, c'est le cas de la flagrance, c'est-à-dire que si vous êtes en flagrance fiscale, et vous avez été pris 1 ou 2 fois en train de voler le fisc, à ce moment-là, on vous bloque au compte en banque, on vous saisit pour vos biens, et puis vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas faire le rigolo. En matière sociale, ce n'était pas le cas. Quand quelqu'un était pris, il devait attendre la décision de justice qui venait après, etc. Tout ça a été très long. Donc on a créé la flagrance sociale, c'est-à-dire que vous êtes pris en train d'embaucher ou de faire travailler des gens noirs. On va dire le côté récidive. Donc, vous avez déjà commis ce genre d'infraction, vous êtes famille, vous n'avez pas la paperasse, là, c'est 2 ou 3 fois que vous êtes pris. Donc, à ce que la flagrance sociale, vous ne bougez pas, vos comptes sont bloqués, le chantier s'arrête, et puis là, ça va vous faire mal. Voilà. Donc, je pense que ces 3 méthodes, plus un certain nombre d'autres, qui ont été votées par l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, souvent à l'unanimité. Voilà, et on a la chance d'avoir un très grand ministre avec Xavier Bertrand, qui est un ministre qui suit les dossiers et qui fait réagir l'administration. Ce genre de méthode devrait a priori nous permettre de progresser très fortement sur le travail au noir, enfin contre le travail au noir. Alors, je fais un peu vite parce qu'après je vais répondre à vos questions, donc je balaye, mais après on reviendra sur ce que vous voulez. Deuxième sujet d'intérêt, c'est les prestations qui sont versées, à peu près 3 milliards
sont versées alors qu'elles ne devraient pas l'être. La vérité, c'est probablement le double. Voilà, si on prenait les études européennes, on serait probablement entre 6 et 9 milliards. Il n'y a pas de raison que les Français soient plus vertueux que les Hollandais, les Danois ou les Allemands. Donc, mais bon, il faut qu'on... C'est une négociation, un rapport parlementaire. Donc, le fait de mettre 3 milliards nous a paru déjà bon pour le premier pas. Et comme si on y réfléchit un peu, on pourrait peut-être aller un peu plus loin, peu importe, les méthodes sont exactement les mêmes. Alors dans notre travail pédagogique des députés, on n'a pas les moyens d'enquête, on n'est pas policier, on n'est pas juge, on voudrait parfois, enfin en tout cas on reste dans la limite de nos prérogatives. Ça a été de dire, il faut quand même que les organismes sociaux eux-mêmes partent d'un principe, c'est que vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas. Parce que si vous dites ça, c'est pas grave. Alors par exemple les CAF. Dans les CAF, la première étude qu'on leur demande, c'est est-ce que ça existe ou pas trop. Ah, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, parfois, il y a des gens qui touchent des sommes auxquelles ils n'ont pas droit, c'est ce qu'on appelle des indus. Bon, mais comme globalement, on découvre ça, et puis ensuite, ils nous remboursent, le problème n'existe pas vraiment. D'accord. Alors, bien sûr, on va recourir sur une méthode à la hollandaise, la belge ou la danoise. Bon, parce qu'eux, ils arrivent à des taux qui sont situés entre 2 et 4,21 de fraude sur les prestations. Vous reconnaissez 0,002. Donc apparemment il y a un problème, ou c'est vraiment la vertu des Français telle que, ou alors c'est que vous êtes vraiment pas au point. Alors à force de les accompagner, de leur donner des méthodes, et puis il y a beaucoup d'études internationales qui existent, et puis c'est un phénomène mondial. On est arrivé par exemple pour les caisses d'allocation familiale, le premier chiffre avoué il y a 3 ans, c'est 31 millions d'euros. Bon. Okay. Le chiffre il y a 2 mois, c'est 808 millions. 31, 808. Bon, c'est la Caisse nationale qui est allocation familiale qui le reconnaît. Donc vous voyez qu'on a beaucoup progressé. Et pour l'ensemble des caisses, c'est exactement la même chose. Ça va de multiplier par 3, multiplier par 100, suivant les cas. Et donc chacune des caisses qu'on a... C'est pour ça que la mission était très longue, elle a duré quasiment 1 an. Ça consistait à faire des rendez-vous en disant, écoutez, la dernière fois vous avez dit ça, mais finalement, si vous pouvez être un peu plus précis, ça nous arrangerait. Vous savez, dans cette méthode où vraiment les gens sont assez mis sous pression parce qu'ils sont un petit peu embêtés, ben, vous savez qu'à ce moment-là, quand on continue à travailler, on arrive à des choses intelligentes. Donc on est maintenant, par exemple, sur les caisses d'allocation familiale, à 808 millions, ce qui nous paraît être un chiffre qui est un petit peu plus conforme à la vérité. Alors, là, il y a beaucoup de prestations qui étaient beaucoup volées, mais certainement celle qui l'était plus, c'était l'allocation parents isolés, l'API, qui est maintenant le RSA majoré. Voilà, alors le RSA c'est une très bonne chose, très franchement, on a beaucoup de trucs avec Marc Hirsch. Le RSA, ça marche pas très bien, très franchement. Le RMI marche à fond, c'est très bien. Le RSA il marche pas très bien parce qu'on a dit à Marc Hirsch, si tu veux pas qu'on soit volé, alors lui il y a quand même des malus, donc il sait quand même de quoi il parle. Voilà, donc il faut que les gens remplissent des papiers, c'est un peu différent, il faut qu'ils remplissent des papiers, puis il faut qu'ils rencontrent également les gens qui sont en face. Voilà, qu'il y a une tête à tête et qu'on discute, etc. Donc c'est ça, d'après un certain nombre d'organisations humanistes, généreuses, c'est ceux qui font pas leur boulot. Bon, les méchants, c'est ceux qui disent des choses qui sont vraies. Voilà, donc on leur a dit, bon, alors c'est difficile de remplir les papiers, alors comme c'est difficile de remplir les papiers, et bien évidemment, ça marche pas bien. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, je regardais dans une revue d'Emmaüs, il y a marqué l'échec du RSA, c'est pas très bien. Et l'échec du RSA, disent-ils, c'est qu'il faut déclarer ses revenus. Bon. Donc moi, je trouve que c'est très bien de déclarer ses revenus, surtout quand on en demande, et ça ne me choque pas particulièrement, mais vous voyez, donc on est allé quand même très loin dans les choses des îles. Alors sur l'API, parents isolés, c'est la plus volée, tout simplement, c'est assez énorme de dire ça, c'est que parents isolés, on voit à peu près ce que c'est. Alors les conditions d'isolement, ben, c'est vivre seul a priori, et Ségolène Royal, quand elle était ministre de la Famille, avait dit que c'était une atteinte intolérable à la vie personnelle des gens d'aller contrôler inopinément s'ils vivaient seuls ou pas. Donc elle a demandé au CAF, qui l'ont fait, évidemment, c'était la ministre, de prévenir par lettre recommandée de la visite domiciliaire. C'est sûr que le taux était de 98% d'échec de la visite domiciliaire, et il y a toujours 2% de gens qui ne vont pas chercher la lettre recommandée. Voilà. Ils ont tellement de choses à se reprocher qu'ils ne vont pas aller chercher la lettre. Alors quand l'inspecteur arrive et qu'il est tout lui-même tout à fait étonné de voir que la personne n'est pas seule, il est facile de dire que j'ai rencontré en boîte hier soir, il a deux brosses à dents, mais il a acheté le matin, etc. Donc le taux de réussite était complètement faible. Alors les collègues du IPS, on a beaucoup discuté, parce que moi je voulais quelque chose de plus, voilà, je veux dire, on ne peut pas continuer sur des sommes énormes sans qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe. Et mes collègues du IPS n'étaient pas très chauds parce que allocation familiale,
maman isolée ou papa, en principe maman isolée. Là, on est quand même dans le pathos, dans le feu, je veux dire, on a l'inspecteur qui vient le voir. Voilà, tout ça, ça leur plaisait pas trop. Je ne savais pas trop comment arriver à dire que vraiment il fallait changer la méthode. Et puis un jour, on est tombé sur un truc sur Internet fantastique, c'est comment toucher l'API en étant marié. Alors, il y a ça, c'est intéressant, parce que quand même, on rigoler, c'est un peu compliqué. Alors, les gens qui m'ont écouté, c'est pas compliqué, parce que sur Internet, vous vous marrez, en plus, bon. Et donc, c'est pas compliqué, vous faites, vous allez voir la case, et vous dites, voilà, je suis en train de me séparer, voilà. Mon mari, ma femme, je ne supporte plus, voilà. C'est pas possible, on ne peut pas continuer à vivre ensemble, etc. Ben bon. Alors, comme on n'a pas les moyens les uns les autres d'avoir un logement, c'est compliqué, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester dans le domicile, et puis, ouais, on n'ira pas vers la salle de bain en même temps, on n'ira pas ensemble, etc. Bon, c'est chose normale, parce que sinon, il y a des conditions d'isolement qui sont un peu, bon. Et donc, comme on sait pas, on a dit qu'on va regarder combien de divorces ont été prononcés ensuite, parce que c'est intéressant, un an après, les gens qui avaient demandé l'API, qui l'ont obtenu dans les 48 heures, parce que le système social français est fantastique pour verser les sommes très très rapidement. Et donc, combien de divorces après? Le taux est évidemment tout à fait ridicule, les gens étaient encore ensemble, et il n'y avait rien qui avait changé. Alors, les gars du PS sont un peu craqués, parce que là, on avait notamment un bon inspecteur avec Jean Ballot, qui est un gars, haut fonctionnaire de l'État, et quand on a vu que c'était sur Internet, que c'était une publicité, et que ça fonctionnait très très bien, parce que les inspecteurs de la CAF se disaient, mais écoutez, c'est comme ça se développe, de toute façon. Là, ils ont craqué, et c'était une modification qui est très importante, c'est que maintenant, dans quelques semaines, ça va être, au début de l'année, ça va être organisé. L'isolement ne sera plus géographique, l'isolement sera économique. Voilà. Alors, quand on a fait ça, on a pensé aussi au célèbre commerçant nantais qui a dû vous énerver. Voilà, celui qui avait des maîtresses et qui n'avait des enfants. Donc, il faisait des enfants avec des maîtresses, après il abandonnait les maîtresses, donc il était isolé. Donc, elle touchait l'API et lui, il ramassait la caisse après. Donc, c'était quand même tout à fait énervant pour des bons gestionnaires. Donc, lui, on a laissé le coincer de la même manière. C'est-à-dire l'isolement économique. Vous êtes isolé, géographiquement, on s'en fout. Économiquement, c'est vous qui payez la crèche des enfants, c'est vous qui payez la cantine des enfants, c'est vous qui assumez financièrement ces sommes, vous les recevez, vous les chez tous les enfants. Pour l'intérêt de l'enfant, et non pas pour acheter la voiture de la banque. Bon, donc, c'est-à-dire, là, l'isolement économique est la mesure la plus forte, qu'on a écrit d'ailleurs au CECAF. Il ne faut pas croire que les gens des cas sont plus idiots que les uns les autres, ils savent ce genre de magouille les énerve autant que nous, et encore plus. Bon, et quand on a enquêté, on a toujours eu l'avis et l'accord des inspecteurs des caisses d'allocation familiale, de la sécurité sociale ou des caisses de retraite, qui eux-mêmes, en tant que citoyens et en tant que contribuables et en tant qu'assurés sociaux, sont les premiers à s'énerver de ces sommes qui sont volées. Et donc, c'est une mesure qu'on a écrite avec les caisses qui permettra, rien que pour 2012, d'économiser déjà 200 millions d'euros. Donc, on a fait l'étude d'impact. Et je pense, mon petit doigt me dit que ça sera probablement le double ou le triple, parce que de toute façon, il y a aussi les fraudes évitées, c'est les gens qui n'y vont pas parce qu'ils savent qu'ils vont être coincés. Donc c'est une première mesure sur l'API, qui est une mesure extrêmement forte, qui a été votée et qui sera appliquée d'ici quelques semaines, même si c'est du bon sens. C'est toujours compliqué d'avoir du bon sens, c'est toujours difficile de dire à des gens qui gèrent quelque chose qui le gèrent mal. Donc ça prend un peu de temps, il faut les amener eux-mêmes à faire quelques efforts sur eux-mêmes, puis ensuite, ils trouvent que c'est génial, ils vous aident à réaliser les amendements. Donc, ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps. On a demandé aussi une sécurisation sur la retraite, parce qu'on s'est aperçu de quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est que, il y a des gens, alors, on a fait la constitution de carrière longue, on s'est aperçu notamment qu'il y avait dans 12 000 cas des gens qui s'étaient trompés, ce qui est étrange. C'est une mesure de Xavier Bertrand et de François Fillon, c'est que quand on a retardé l'âge de la retraite, on a dit aussi qu'il y a des gens qui avaient commencé à travailler très tôt, et que ces gens-là devaient être récompensés, et donc on a reconstruit leur carrière. Comme ils avaient commencé à travailler très tôt, ils se souvenaient plus très exactement quand est-ce qu'ils avaient commencé à travailler. Donc il y a les deux témoins qui témoignent, qui savaient que. Voilà, donc on savait qu'il y avait grosse fraude sur ce truc, mais très très grosse fraude. Donc les parlementaires de la mission ont dit on ne va pas se compliquer vraiment les choses. Quand on pense que le système n'est pas sécurisé et qu'il a même perdu toute notion de bon sens, on va prendre une méthode, toutes les personnes qui ont commencé à travailler avant l'âge de 4 ans. Voilà. Il y en avait beaucoup. Voilà. Et c'est moi aussi. Alors, comme vis-à-vis des gens des retraites qui nous disaient que ça ne prouvait rien, bon, on dit que ça ne prouvait rien. Bon, radical,
on a commencé à regarder les gens qui avaient commencé à se marier avant d'être nés. Alors ça, les gens, c'est beaucoup plus amusant qu'eux, ils en fait moins. Et ça donnait des chiffres tout à fait considérables, des gens qui avaient évidemment reconstitué des carrières privées qui n'existaient pas, et on a déjà 2004 personnes à qui on a demandé de rembourser des sommes qui n'étaient pas dues. Il y a d'ailleurs 2 de nos collègues maires des Bouches-du-Rhône qui ont été condamnés pour ça. Voilà. Alors, vraiment, c'est le pompon, parce que les juges ont été jugés, les juges ont quand même considéré que ces maires devaient a priori de gauche, de la priori éviter de faire ce genre de choses. Alors, sur l'état civil, il y a aussi un vrai sujet. Ce vrai sujet, c'est de savoir l'identité des personnes. Parce que c'était quelque chose de très important dans notre émission, c'est de savoir qui est qui. Bon, depuis un moment, la société française a beaucoup changé, l'immigration a amené un certain nombre de populations qui sont venues. Et sur l'état civil, on n'était pas parfois vraiment tout à fait au top. Ceci dit, en France non plus, puisqu'on a découvert des cas de gens qui étaient morts et qui continuent à toucher leur retraite. Voilà, donc une dame notamment, le record qu'on a réussi à récupérer, parce que dans le rapport, on ne peut pas écrire non plus, c'est pas par image, on ne peut pas dire, donc on prend quelques exemples après négociation pour bien montrer que le système il peut être. Donc il y a une dame qui était morte depuis 27 ans, qui voyait son espace 2 fois par an, sans difficulté, et donc c'est un petit peu gênant pour le professionnel de santé, pour le pharmacien et pour les autres, parce que cette personne était complètement décédée. Ceci dit, c'est pas les seuls, le seul problème sur l'état civil français, puisque on a repéré par exemple que les Grecs s'y mettent, parce qu'évidemment, sous la pression, il faut s'y mettre, et eux, ils sont déjà à peu près à 5000 fonctionnaires grecs qui sont morts, mais qui continuent à toucher leur prestation. Bon, donc, vous voyez que quand on s'y met, c'est pas un phénomène français, c'est un phénomène européen. Alors, sur l'identité des personnes, on a commencé à beaucoup travailler parce qu'on se disait finalement, il y a des prestations reçues en France, on n'est pas tout à fait sûr que l'identité des personnes est la bonne, parce que c'est vrai qu'on a 214 000 personnes qui portent plainte tous les ans pour usurpation d'identité. Et à ce moment même dans la salle, c'est un très très gros problème, l'usurpation d'identité, parce qu'avec les moyens techniques maintenant, on peut fabriquer des faux papiers très facilement, tout ça est assez simple. Était assez simple, puisque la nouvelle carte d'identité biométrique va sortir dans quelques semaines, dans quelques mois. Le passeport l'est déjà, et nous militons pour que la carte de sécurité sociale soit biométrique, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, sur l'identité, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai souci, et qu'en France, on est quand même nous, on est persuadés, enfin les parlementaires sont persuadés qu'il faut sauter une étape, et que maintenant, la biométrie va être quelque chose de tout à fait nécessaire, parce que plus personne ne comprend rien à la carte vitale. Un chiffre, il y a 7 millions de cartes vitales en trop. 7 millions. C'est pas moi qui le dis dans un délire, c'est la l'IGAS, donc les services de l'État qui le dit, et puis tout le monde le sait. Donc, moi je connais des gens qui ont 4 cartes vitales, bon, il y en a 3 dans le tiroir, une qui sert, donc c'est pas un problème, mais c'est vrai que le système de sécurité sociale n'est pas adapté, et que finalement ils sont incapables de savoir les cartes vitales qui mettent en circulation, tout simplement parce qu'il y a un tas de sujets, notamment vous perdez votre carte vitale, vous les remplacez, vous avez une carte provisoire, vous ne rendez pas la carte provisoire, donc déjà vous êtes dans un système, vous pouvez avoir 2 cartes, bon c'est quand même pas exactement le système, mais on s'est dit que plutôt que de dire il faudra une petite carte à puce ou quelque chose comme ça, il faut passer à la biométrie, il faut passer à quelque chose de très différent. Je reviendrai un petit peu sur les cartes tout à l'heure. Bon, et cette biométrie, on est un petit peu les rois des idées de ne pas le faire, parce que nous sommes en plus les leaders mondiaux de la carte biométrique. Et c'est une tradition française d'être très ingénieux, au top, souvent les meilleurs du monde, et après de plus savoir comment le faire chez nous, parce qu'on a créé une quantité de gens qui disent qu'il faut protéger les libertés individuelles, il faut éviter les regroupements, surtout ne regroupons pas ceci, cela. Et par exemple, on a créé les empreintes digitales, c'est une méthode française. Voilà, les empreintes digitales, le FBI l'a utilisé 10 ans avant les services de police français. Voilà, pour vous donner un peu l'exemple que quand on est bête, on est bête. Voilà, on est géniaux parce qu'on invente et puis ensuite on n'est pas capable de s'appliquer. Sur la biométrie, la France, les entreprises françaises sont les meilleures. Voilà. Et par exemple, dans les marchés, parce que moi j'ai beaucoup rencontré les sociétés privées, parce que je crois que l'administration elle-même, elle ne peut pas non plus, bon, il faut s'ouvrir au privé, il faut faire des partenariats, il faut leur demander d'aller vite, il faut leur demander leurs expériences, et des expériences par exemple. Les SDF de New York sont biométrisés par une société française, et quand vous êtes SDF, vous mettez vos doigts, et puis on voit qui vous êtes, vous prenez votre
votre traitement médical et en même temps on vous verse ou pas les prestations. Quand vous êtes retraité d'Afrique du Sud, ben vous mettez vos doigts dans une sorte de clavier qui est à côté d'un camion de la Brinks, parce qu'en Afrique du Sud il y a beaucoup de rivalité, il y a aussi beaucoup de violence, donc les types font très attention, et puis il y a des problèmes de mobilité, donc vous avez le droit, vous prenez l'argent, vous n'avez pas le droit, vous repartez, donc la mobilité en Afrique du Sud est quelque chose de tout à fait réalisé depuis longtemps. L'État du Texas, il y a 2 ans, a demandé à une société française de réaliser la biométrie des assurés sociaux du Texas. Ça aura coûté 100 millions de dollars et la somme a été remboursée en 1 an. Donc ça vous donne un peu l'idée que c'est un phénomène mondial qui intéresse tout le monde, et je crois que les Français eux-mêmes devront y arriver, et notamment cette sacrée carte vitale devra probablement beaucoup évoluer. Alors pourquoi c'est important de connaître l'identité des personnes? C'est important aussi quand vous versez des prestations à l'étranger. Bon. La prestation à l'étranger est évidemment toujours... déjà en France, vous l'avez vu que c'est pas si simple, mais dans un certain nombre de pays, c'est encore plus compliqué. Alors la règle, si on demande le certificat médical annuel, 2 fois par an suivant les cas, et qu'ensuite on demande l'attestation du maire de l'endroit, c'est évidemment un gage d'honorabilité, et on a à peu près tout ça comme ça. Mais on s'est aperçu quand même, alors, on savait qu'on avait un souci avec un certain nombre de pays étrangers où visiblement les gens vivaient très vieux. Mais c'est pas nous qui avons osé écrire cette phrase, c'est la Cour des comptes, donc elle est absolument, il n'y a pas la moindre, voilà, c'est incontestable. La Cour des comptes a dit les progrès de la médecine algérienne font que maintenant il y a plus de centenaires algériens que dans tout le reste du Maghreb. Bon, je n'avais pas osé écrire. C'est le pays où il y a le plus de centenaires au monde. Voilà, exactement. D'après un magistrat de la Cour des comptes. Tout à fait, monsieur, exactement. Vous voyez, j'ai même des gens qui disent bien un document, c'est exactement ça. Donc là, on est un peu dans un système où mes collègues du PS ont mis les... On dit, oh là, mais comment on va essayer? On est obligé d'étudier, puisque la Cour des comptes l'a dit. Donc si on doit, tout le monde va nous pointer les doigts, et donc il faut le faire. Alors on a demandé à l'administration, alors juste un petit seconde, on fait ça sur le mode de l'humour, même dans cette commission, parce qu'on a décidé, et bon, c'est une bonne bande de gars qui aiment bien faire les choses, bon, autant s'amuser quand on fait du travail, surtout quand on y consacre beaucoup de temps. Donc on a décidé, avec Malo, qui est un gars qui a beaucoup d'humour, que les choses seraient traitées avec de l'humour, voilà. Et que même si c'est vrai, on pourrait le dire, après tout, il y a des choses, on peut le dire de manière sinistre, ou alors au contraire, avoir un petit côté ironique, parce qu'après tout, c'est pas interdit d'être ironique si on dit la vérité. Et en l'occurrence, pour les retraités algériens, on a dit, mais bon sang, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et dans l'administration, comment elle faisait? Ils nous ont dit, écoutez, c'est pas compliqué, il est vivant parce qu'il y a un certificat médical, et puis en plus le maire du coin signe le truc, donc il n'y a pas de raison de... D'accord. Et alors, comment on va faire quand on s'arrête à quel âge? Ils ont dit, écoutez, l'administration française a toujours réponse à tout, donc c'est toujours agréable. Écoutez, je dis, ça sera quel âge? Écoutez, le doyen d'humanité, c'est 124 ans. Donc, tant qu'il n'a pas dépassé 124 ans, on considère qu'il est à peu près... Bon, alors évidemment, ce foutoir est terminé. C'est pas possible, parce que si on prend les gens qui vont de l'âge normal, l'âge moyen où on meurt sur le territoire national, donc ça fait quand même plus près de 80 ans que de 100 ans, à 82 ans, et donc par tranche d'âge, ça fait quand même beaucoup de monde. Il n'y a pas que l'Algérie, il y a beaucoup d'autres pays. Par exemple, ils ont lancé une très grande opération en Tunisie, juste avant les événements que vous savez. Bon, donc l'opération pilote est un petit peu arrêtée, et c'est l'ensemble des pays du monde qui sont concernés. Il n'y a pas que la France. Moi, je suis allé en Belgique rencontrer le secrétaire d'État à la fraude. Il y a en Hollande, ils ont exactement le même problème. Il n'y a aucun sujet, c'est pas que français, donc tout le monde a le même problème. Donc nous allons le résoudre de manière biométrique, puisqu'on en parlait il y a quelques instants, et comme il faut constitutionnellement que les Français et les étrangers soient traités de la même manière, et bien là, ça sera l'ensemble de la population qui sera biométrisée, sur lequel, à l'âge de la retraite, et sur lequel les gens devront à ce moment-là porter la preuve biométrique par le réseau consulaire qu'ils sont vivants. On a posé des questions les plus bêtes, après tout, il faut poser des questions. Est-ce que si on coupe le doigt de quelqu'un, il reste encore activable sur la biométrie? On nous a dit, pas du tout, il n'y a pas de souci sur ce sujet-là. Il faut savoir que la biométrie va être un sujet tout à fait énorme, puisque notamment en Espagne, ils biométrisent même les nouveau-nés, dans un certain nombre de cas, à cause des problèmes de rape d'enfants, et dans un certain nombre de pays également, et de perte d'identité. Donc c'est pas un sujet qui est anodin, c'est que la société mondiale, avec les flux migratoires, est telle
qu'il n'y a pas d'autre méthode. On y a beaucoup réfléchi parce que dire mettre toute la population sur la biométrie, c'est quand même un vrai problème de liberté individuelle, mais il n'y a pas d'autre solution, nous semble-t-il, à moins qu'un jour on arrive à une solution plus moderne, mais pour le moment, si on veut comprendre quelque chose à qui est qui, bon, il faudra passer par là. Par exemple, on a un phénomène qui est tout à fait curieux, c'est que dans le 13e arrondissement de Paris, les Chinois ne meurent plus. Bon, c'est un phénomène. C'est-à-dire que, alors, comme l'état civil, c'est quelque chose d'organisé, et voilà, donc on a regardé l'état civil, bon, tout le monde le sait, donc on va pas non plus, on sait que ce genre de phénomène existe, donc on a pris les hôpitaux autour, on a pris les soins palliatifs, donc on voit que les gens sont quasiment très proches de la mort, enfin après, ils rentrent chez eux dans la tradition chinoise pour mourir en famille, mais ça ne va pas. Donc, de leur définition, comme ils meurent comme les autres a priori, donc c'est qu'ils sont encore dans le système et qu'ils restent des assurés sociaux, et comme personne ne comprend rien à l'état civil des uns et des autres, on peut rester ainsi jusqu'à un âge canonique en état d'être vivant, si on n'est pas déclaré mort à l'état civil. Donc c'est un phénomène qu'on va essayer de combattre efficacement, parce que là je crois qu'il y a beaucoup d'urgence. Alors, à quoi sert cette biométrie si elle n'est pas engroupée en fichier? Alors ça, c'est le gouvernement, c'est un énorme travail, par deux méthodes. La première, c'est la création du RNB, un répertoire national des bénéficiaires, ensuite le RNCPS. Le RNB, ça consistait à dire, bon, je touche le RMI dans le département des Bouches-du-Rhône, puis je le touchais aussi dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, bon, et ailleurs. Le recordman, il touchait 17 fois dans 17 départements différents. Voilà, donc lui, il ne peut plus, parce que par définition, s'il est enregistré dans tel département, il ne peut pas être dans l'autre, donc c'est un répertoire national qui existe, des bénéficiaires, et qui est vraiment très efficace. Donc le RSA, vous touchez dans un département et pas dans un autre. C'est clair qu'il fallait commencer par ça. Le deuxième fichier, il s'appelle le RNCPS, répertoire national commun de la protection sociale. Alors là, il y a eu un petit coup de gueule, là, c'était avec Mariani qui a dit que ça n'avançait pas assez vite, il avait complètement raison, et Xavier Bertrand s'en est lui-même énervé vis-à-vis de l'administration parce que c'était voté il y a 3 ans, et que ce RNCPS qui est vraiment très lourd, parce qu'il faut prendre personne par personne, il faut donc le mettre en place, ça demande du temps, mais il prenait du retard, et il fallait l'activer. Alors un jour, j'ai rencontré un ministre qui ne me paraissait pas tout à fait convaincu en me disant si c'est tellement lourd ce système, il faudrait peut-être le faire évoluer vers quelque chose d'autre, parce que voilà, j'écoute, je pense qu'on y a beaucoup réfléchi, le RNCPS, il faut l'accélérer, il faut le renseigner, c'est-à-dire pour mettre les sommes que les gens reçoivent. C'est encore plus efficace quand vous avez des sommes qui sont reçues. Écoute, c'est pas compliqué, on va être ridicule si on n'avancera plus dans cette méthode. Il faut dire à l'administration qu'il faut qu'elle bosse plus, qu'elle aille plus vite, et je crois que Xavier Bertrand l'a bien compris parce qu'il a poussé un coup de gueule. Comment se fait-il? Alors ça se passe en Belgique. En Belgique, il y a un gars qui roule trop vite. Il est arrêté, donc là, la gendarmerie royale belge lui dit, écoutez, vous roulez trop vite, donnez-nous votre carte SIS. La carte SIS, la carte de sécurité sociale belge, sur laquelle il y a la sécurité sociale belge, et l'ensemble des allocations que vous percevez. Et donc, ils reviennent quelques minutes après, ils disent, monsieur, le problème, c'est pas tellement que vous roulez vite, même si vous êtes aveugle. Alors, en France, il faudrait des mois pour savoir que la personne touche une allocation handicapée, en même temps qu'elle produit son permis de conduire. Bon, alors maintenant, d'ici quelques temps, ça sera plus possible, puisqu'on sera sur le même système que les Belges, les Néerlandais et les Danois, parce que maintenant, vous aurez un jour ou l'autre une carte qui regroupera l'ensemble des prestations et qui notamment permettra de savoir qui est exact. Donc, de ce côté-là, on est. Alors, ils n'ont pas de gouvernement en Belgique. Ils n'en ont toujours pas, je crois. Voilà. Moi, je savais, j'avais le secrétaire d'État à la fraude, donc c'était bien déjà. Mais en tout cas, ils ne sont pas idiots non plus. Ils ont appris dans le système comment économiser de l'argent et comment faire des choses bien. C'est vrai qu'on a beaucoup regardé les pays extérieurs, je pense notamment au Danemark et la Hollande, où vraiment le face-à-face, le suivi qui est fait d'ailleurs par les communes, c'est assez intéressant. Et non pas par des caisses qui sont autonomes, est fait par les communes qui suivent les personnes en fonction de leur domicile et qui regardent ensuite les ensembles des allocations. Il nous a parlé d'un système très efficace, beaucoup plus personnel et sûrement un droit d'avenir plutôt que notre système, qui est un système qui est très dépersonnalisé. Donc cette histoire belge, bon, je vous l'embête, c'est en vérité quelque chose que le système social français devrait tout de suite appliquer le plus rapidement possible, que ça concerne la carte vitale naturellement, ou que ça concerne l'ensemble des prestations qui seront versées. Donc on y travaille beaucoup. Ça a été voté par l'Assemblée nationale, ça sera applicable, et je crois que ça fait partie des mesures
Donc certains à gauche, mais pas tous, parce que là ils ont évolué, continuent à dire qu'a priori c'est une privation de la liberté des uns des autres, alors que nous continuons à dire qu'au contraire, si vous touchez une prestation, c'est vous qui en faites la demande. Si vous faites la demande d'une prestation, par définition, vous devez amener la preuve que vous avez besoin de cet argent, parce que sinon, pourquoi vous le versez dans ces conditions? Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des mesures qui ont été adoptées en 2011. Donc, l'économie pour les finances publiques est déjà très importante, puisque Valérie Pécresse a déclaré la semaine dernière que c'était à peu près 600 millions d'euros qui ont déjà été économisés en 2011. 600 millions. Et quand l'ensemble de mesures qu'on préconise, qui sont comprises dans le rapport parlementaire, je vais vous éviter toute cette liste, mais elle est assez importante, sera mise en place, nous pensons très franchement que pour 2012, c'est déjà 1 milliard d'euros qui sera économisé. Et on est absolument sûr, et le président de la République, je pense, est assez convaincu, et quelqu'un comme Claude Guéant qui suit le dossier le sait parfaitement, les chiffres passeront vite au milliard et demi. Alors pourquoi cette fraude sociale et pourquoi on s'attaque? On s'attaque d'abord parce que sur le plan financier, c'est une catastrophe. Voilà. Et avec 55 milliards de déficit cumulés de la sécurité sociale et du système social, c'est sûr qu'on ne va pas continuer longtemps. Bon, ceux qui aiment la sécu, ils devraient plutôt nous aider, plutôt que de dire, tiens, ces gars-là, fustige, non, on veut sauver la sécu. Bon, deuxièmement, pour des raisons morales. C'est absolument insupportable de penser que les gens volent le système social français, alors que ce système social français, il n'est pas, avec les gens qui en ont besoin, il n'est pas plus généreux qu'un autre. Bon, il aide les uns et les autres, mais il est tellement volé sans qu'il y ait de punition, 92% de récidive. 92%. C'était le cas. Maintenant, ce ne sera plus le cas. Dans des mesures, par exemple, celui qui se fait choper, d'abord, il faut s'arrêter tout de suite. Voilà. Maintenant, on a inscrit la notion, en cas de manifestement de tentative de fraude, les prestations ne sont plus versées. On attend plus la décision de justice. Et ensuite, on récupère l'ensemble des sommes et on met en plus une amende. Voilà. Donc, vous voyez qu'a priori, ça devrait dissuader un petit peu tout le monde. Donc, dans ce système, moralement, c'est inacceptable, financièrement, c'est inacceptable. En plus, pour nous, politiquement, à l'UMP, c'est pas possible. On ne sont pas des bons gestionnaires. Et même s'ils ne sont pas des gestionnaires directs de la sécurité sociale ou des caisses de retraite ou des caisses d'allocation familiale, parce que vous savez que c'est les syndicats qui les gèrent, les syndicats patronaux, les syndicats ouvriers. Donc, je veux dire, tel président, c'est Force ouvrière, tel président, c'est le MEDEF. Donc, a priori, le système social, il est entièrement, les gestionnaires sont les syndicats ouvriers et patronaux. Ça n'empêche pas que la puissance publique, quand les uns et les autres ne font pas leur travail, doit se substituer à eux et doit donner des consignes extrêmement importantes. Je crois qu'on a fait un beau travail parlementaire, je crois qu'on a fait un beau travail avec les ministres aussi. Je crois que ça va être économiquement très intéressant et très important parce que c'est une question de survie. Je crois que moralement, il fallait le faire aussi. Et puis je crois aussi qu'un gouvernement qui est du UMP, c'est un gouvernement qui joue pour la transparence et l'honnêteté. Donc j'ai l'impression qu'on a fait plutôt du bon boulot. Voilà. Merci beaucoup. Bien, je propose à Dominique Thiam de venir me rejoindre et donc on va passer aux questions. Je crois que c'est très important, Dominique, on te rend hommage pour ce travail remarquable, mais de rappeler aussi l'intérêt du travail parlementaire. C'est-à-dire qu'on a une image catastrophique de l'hémicycle, à moitié vide, sans bien comprendre tout ce qui se passe. Voilà. Donc tu as travaillé pendant près d'1 an en auditionnant régulièrement, te déplaçant, en allant sur le terrain. Et donc ton travail permet aussi à un ministre qui va le prendre en considération de pouvoir faire bouger les choses. Il est parfois difficile pour des ministres qui sont entourés d'une administration, qui ont décidé ou qui ont proposé un texte qui finalement il ne marche pas trop bien, de revenir en arrière. Et le ministre peut être parfois aussi un peu seul dans sa démarche. Donc le travail parlementaire vient en appui. Il faut avoir ensuite bien entendu un gouvernement à l'écoute et ça a été le cas. Mais en tout cas, là, grâce à ce travail, vous arrivez à faire bouger les choses et à avoir du concret. Donc on te rend hommage et puis comme ça c'est un rappel donc, du travail qui peut être fait par les uns et les autres à l'Assemblée. On passe aux questions. Oui, alors Anne-Marie vous donne un micro tout de suite. Je vous remercie, M. le député, pour tout ce que vous venez de dire. Effectivement, c'est très très important et surtout c'est soulageant pour nous parce que je reçois par Internet d'ailleurs votre remarque concernant l'Algérie, je l'ai ici. Je l'ai là, j'allais d'ailleurs vous en parler. Bon, ça m'évite puisque vous l'avez parlé. Mais ce qu'il faut surtout maintenant, c'est de faire passer le message que vous avez vu les choses. Parce qu'aujourd'hui,
Tout ce qui se passe, c'est qu'on reçoit ces messages, ça fout le moral en l'air des gens, on dit, bah, de toute façon, l'UMP ne fait rien, parce que c'est de pire en pire, alors que vous faites des choses dont on ne le sait pas. Donc faites-le savoir. Comme il y a des avancées spectaculaires, dites-le. En plus, c'est un double avantage. Premièrement, ça nous rassure, nous, quand on parle de l'UMP, qu'on essaie de faire avancer l'UMP, au moins, il y a des gens qui disent, ben, ils font quelque chose. Et deuxièmement, ce que vous allez prendre, il faut les faire reverser, c'est le minimum. Donner des pénalités, bien entendu, il faut le faire aussi. Parce que dans le temps, on arrêtait peut-être la chose, mais on ne demandait même pas de restituer. Donc vous comprenez, c'était vraiment lamentable cette situation. Donc aujourd'hui, les Français, on se rend compte que vous faites des choses, mais on ne le sait pas. Il faut donc nous prévenir, de dire ce qui a été fait et de dire maintenant comment ça va se passer. Et je crois que ça va faire avancer d'ailleurs à la fois le président dans les sondages et aussi tout l'UMP. Nous, quand on parle de l'UMP, on pourra dire bah oui, il y a quand même des gens qui avancent et qui font avancer les choses. Alors, vous avez complètement raison, c'est pour ça d'ailleurs que je fais un tour de France sur cette question sur la fraude et que beaucoup de nos parlementaires m'invitent pour en parler et qu'on essaie de faire la presse là-dessus. Ça commence à bien se savoir d'abord du côté des gens qui fraudent, ce qui n'est pas inutile. Bon, après tout, au moins qu'ils soient... Ça commence à beaucoup se savoir du côté des organismes sociaux avec qui les contacts sont... Parce qu'on dit toujours, oui, mais c'est parce qu'il y a une assistante sociale et ceci, cela, ils sont tous à gauche. Non, ils sont ce qu'ils sont, mais et pas plus à gauche que d'autres, mais simplement, ils étaient tous désespérés de ce système. Désespérés que finalement, il n'y ait pas de management, voilà, que c'est quand même tout ce qui est par la fonction publique, mais pas trop loin, qui est dans la sphère publique, où c'est géré souvent médiocrement. Bon, et là, les gens étaient complètement désespérés. Dans quelques jours, je vais à la promotion des inspecteurs de Pôle emploi. Voilà. Alors, ils pourraient m'appeler papa, hein, parce que c'est grâce à moi, enfin grâce à nous, je ne vais pas dire Joe, mais c'est grâce à la première mission qu'on a créé des inspecteurs en Pôle emploi. Ça n'existait pas avant. Donc on a vu qu'il y avait urgence, donc il y en a 120 qui sont là. Et donc ils m'ont demandé, Pôle emploi m'a demandé si je pouvais faire une conférence sur les kits ACDX. J'ai dit non, peut-être pas, mais c'est la faute sociale en général. Donc vous voyez que par définition, même du côté de Pôle emploi, et ça commence à marcher. Il y a un gars qui va acheter une voiture 45 000 €, il paie par chèque, etc. Le gars se dit oh là là, qu'est-ce que c'est dans votre statut? Il dit que je suis demandeur d'emploi. Ok, donc il transmet à la banque, les banques ont la trouille, les banques ont vraiment la trouille. Parce qu'ils sont poursuivis par tout le monde, par les instituts de crédit qui font mauvaises interventions, par l'État, ils ont peur du blanchiment, ils ont peur des affaires de raquettes. Donc les banques maintenant, c'est très efficace. Donc quand la banque saisit, et puis par les fausses identités, je vous ai dit les 214 000 fausses identités, donc je veux dire, des problèmes, ils ont les cartes bleues volées, les imitations de cartes, tout ça, vous connaissez par cœur, voilà. Donc eux sont les premiers à prévenir, et là préviennent Pôle emploi regarde, et se dit ce type, voilà, donc 45 000 €, et c'est comme ça que ça commence à marcher par la fusion des documents. Simplement aussi sur l'École nationale de la magistrature. Bon, a priori, c'est pas une section de l'EP. Voilà. Ils sont pas très Sarkozy. Bon. Eh ben, c'est la fraude sociale, le thème de l'AMM, formation continue du magistrat, donc c'est-à-dire c'est des gars qui ont la bouteille. Bon, promotion 2011, donc ils ont des jours de trucs, ils ont dit, est-ce que vous pourriez venir qu'on parle de la fraude sociale? Oula. Donc je dis à Garo, je vais vous faire tuer, il m'a dit non, vas-y. Eh bien écoutez, il y avait 80 magistrats, ça a été une après-midi de rêve. Parce que le problème, c'est qu'ils en ont marre de juger les mêmes. Voilà, et que c'est quand on est juge, on en a aussi marre et qu'on n'est pas plus naïf qu'un autre. Voilà. Quand j'ai fait le contrôle sur les ACD, qui avaient un bureau, alors nous on recevait les gens de la base, et puis on recevait les cadres, on leur disait d'aller boire un café. Voilà, on a le droit. Bon, directement le café, visiter, nous on va regarder avec vous gars, donc on va arrêter. Et donc, au bout de 10 minutes, 10 premières minutes sont, et puis après, ça se descend, ça se détend. Et donc, il y avait une salariée, nous avons ouvert les trucs, il y avait tous les faux papiers qu'elle avait récupérés. Voilà, parce qu'elle avait récupéré les faux papiers, elle ne les revenait pas. Voilà, et donc, on leur dit, pourquoi vous n'avez pas installé des détecteurs de faux papiers? Et puis on l'a installé parce qu'on a vu que vous l'aviez demandé dans votre rapport, dans votre pré-rapport, on les a installés, on n'ose pas les utiliser devant les gens, donc on fait un autre bureau à côté. Mais on dit, vos papiers, il y a un problème. Et on revient, ils sont partis. Voilà, les gens, donc on garde les faux papiers. Voilà, donc il ne faut pas croire non plus, les gens sont plus idiots. Donc c'est vrai que cette mission, il faut en parler. Mais de ce côté-là,
tous ceux qui savent, ils ont beaucoup progressé. Ça représente à peu près 400 000 personnes qui travaillent au système social français. C'est pas rien 400 000, 95 000 avec la branche maladie de la sécurité sociale. Et tout le monde, j'assure que le message est passé. Après, il faut bien passer dans le grand public, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça que la visite du président de la République à Bordeaux sur le thème unique de la fraude sociale a été pour nous un booster très important. Avec le point, on va faire un article, papier spécial là-dessus, toute la presse a relancé. Donc c'est vrai qu'on essaie de montrer la vérité, c'est qu'à l'UMP, on n'est pas non plus des mous. Voilà, et qu'on sait faire le boulot, et qu'on sait prendre des mesures. On est peut-être un peu loin à la détente, ça je reconnais, mais enfin quand on s'y met, on est plutôt sérieux. Oui, je vous remercie pour toutes ces explications. C'est un travail qui doit être fatigant et épuisant parce que ça traîne depuis des années. Et moi, je suis surpris en tant que maire de ne plus recevoir la liste des chômeurs dans la commune. Comme on le savait avant, que tous les maires recevaient. Je ne sais pas si ça gêne la CNIL ou qui, mais on ne reçoit plus. On était les mieux placés pour savoir les gens qui étaient déclarés au chômage dans la commune et qui travaillaient et qui même des fois montaient des entreprises. D'autant plus que faire gérer le chômage par la NPE, qui avait tout intérêt à ce qu'il y ait le plus possible, politiquement, je ne pense pas que ça a toujours été la bonne méthode. Alors, peut-être que aujourd'hui ça fonctionne mieux parce qu'il y a eu un regroupement, mais du temps de la NPE, vous savez qui gérait la NPE. Donc, il avait tout intérêt à ce qu'il y ait le maximum de chômeurs, c'est pour ça que les emplois n'en trouvaient pas beaucoup. Alors, vous avez complètement raison. Vous avez complètement raison. Pourquoi c'est si difficile de traquer la fraude? Parce que, par définition, tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait de la fraude. Bon, enfin, sauf vous et moi, les contribuables et les assurés sociaux. Parce que le système social évite ça. Plus il y a de gens indemnisés, plus il y a de gens recrutés pour indemniser les gens qui sont recrutés, qui sont indemnisés. Bon, et que finalement, pourquoi la Sécu, on dit, mais écoutez, pourquoi la raison? Plus on reste de prestations, plus il y a d'arrêts de travail, plus il y a d'activités des hôpitaux, plus il y a, etc., et bien plus ça fait d'activité, plus il faut de monde, et puis finalement, on se retrouve avec, à la Sécurité sociale, 6 000 personnes de trop. La Cour des comptes a fait un rapport sur la Sécurité sociale qui a été publié il y a 3 mois, où la Cour des comptes dit, mais honnêtement, il y a 6 000 personnes en trop, quoi. Bon, voilà. Pourquoi chacun a son même propre système d'information et informatique? Bon, etc., etc. Donc, dire le système, et vous avez complètement raison, c'est que les syndicats, finalement, parce qu'ils n'étaient pas assez surveillés, pas assez contrôlés, ils n'ont pas assez progressé, les syndicats français, par rapport aux syndicats allemands, par exemple. Où là, il y a une culture de la responsabilité, une culture du chiffre. Bon, la sécurité sociale allemande, elle est équilibrée. Et en France, c'est la sécurité sociale qui est équilibrée. La Moselle, l'Alsace, le régime autonome. Donc, en bon alsacien lorrain, d'ailleurs, il était lorrain, bon, ils savent que un sous, etc. Et donc, quand il n'y a plus d'argent, ils ne distribuent plus. Il n'y a que la sécurité sociale française qui n'a pas compris. Alors, pour Pôle emploi, moi, j'étais extrêmement favorable à la réforme de Pôle emploi, parce qu'il y avait des doublons, la NPE d'un côté, la CEDIC de l'autre. Je suis un peu déçu par la réforme, parce que je pense qu'il faut qu'ils accélèrent. Parce qu'il y a une période où on a trop mal géré cette affaire, notamment la justification des plateformes est quelque chose de très redoutable. C'est-à-dire qu'encore une fois, on se débrouille pour que les gens qui font de l'accueil fassent de l'accueil. Voilà. Et ça, donc vous essayez de trouver une plateforme qui vous répond, et c'est gonflant les plateformes, alors que le contact physique doit être la priorité, comme il disait en Hollande, c'est le contact physique. Pourquoi les maires ne sont pas des demandeurs d'emploi? Parce que ça va être encore une déviance de Pôle emploi qui cumule les erreurs. La seule note, c'est que le nouveau directeur de Pôle emploi va être nommé dans une semaine, puisque l'entrée est virée. Donc, a priori, de ce côté-là, on progresse. D'autres questions? Oui. S'il vous plaît, monsieur le député, merci pour toutes vos explications. En cas de catastrophe aux élections qui s'annoncent, qui arrivent bientôt, quel est votre espoir que toutes les mesures et tous les détails que vous nous avez donnés sur votre lutte, début de lutte et début de mesures concernant les fraudes aux prestations sociales soient pérennisés? Vous voyez ce que je veux dire en cas de changement de majorité. Alors, si j'étais agro-politique, je vous dirais que si la gauche arrive au pouvoir, ça va être la catastrophe. Bon, je ne suis pas très bon politique en l'occurrence, parce que je crois que, heureusement, c'est pour ça que je prends bien la précaution de dire que ça a été voté à l'unanimité.
Vous avez au PS, ça je le reproche énormément, une culture de l'hypocrisie, et la négociation. Ça va tomber sur la tête de François Hollande de manière extrêmement forte, parce qu'en être, tu l'as sûrement dit, mais en être là, à droit de veto, on n'utilise plus. Comment on peut signer un truc pareil? Les centrales nucléaires, dans quel monde on vit? Dans la culture du PS, il y a donc une forme d'hypocrisie, moi, qui me choque énormément, qui consiste à dire publiquement des choses, et dans le fond, pas du tout. Et ce rapport de la mission, il est très important, parce que ça veut dire que les députés de PS, et pas des moindres, ont signé un document qui dit la fraude sociale en France c'est 20 milliards. Bon, et moi je suis jusqu'à la fin, la trouille qui ne signe pas. Et c'est pas, il a fallu, mais il y a un moment aussi où les gars du PS, le PC, je crois qu'ils sont incurables. Bon, j'ai eu des chances qu'ils ne se donnent pas compte, mais de toute façon ça ne change rien. Mais eux, je crois qu'ils sont complètement Mélenchon et tout. Enfin bon, je crois que ça serait trop. Les Verts, pire. Pire. Un jour vous verrez que les Verts, c'est vraiment des ultra-gauchistes qui n'ont plus aucune sens de la réalité. C'est absolument hallucinant. Donc, message d'optimisme quand même, c'est que je pense au PS, il y a quand même beaucoup de gestionnaires de services, au Conseil général, notamment les conseils généraux, qui sont quand même dans le cœur du dispositif, ou les communes qui savent exactement la situation, mais qui n'osent même pas en parler. Maintenant, qui a accepté de signer un document, et ça les gêne un petit peu, parce qu'ils n'en font pas trop pour le dire, mais ils ont quand même accepté de signer. Et si par malheur, parce que vraiment je crois qu'ils ne le feraient pas bien, et puis je sais pas, voilà, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour Président Sarkozy, je pense qu'il faut, je pense que c'est très très important qu'il soit réélu, etc. Et si par malheur, je pense que le PS lui-même, confronté aux difficultés qui sont considérables, confronté à l'ensemble des problèmes, la sécurité sociale avance de moins en moins bien. Bon, le reste à charge est de plus en plus important. Les mutuelles ont un petit peu de pognon, on tape le pognon. Bon, voilà, bon. Donc il y a quand même, on en est à racler, mais le fond du fond. Donc même au PS, ils ne pourront pas faire l'économie d'un certain nombre de mesures, ou d'ailleurs ils n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'à les effectuer. L'ensemble des mesures législatives sont votées. Le réglementaire est en train d'être voté, on va laisser une copie propre à partir du mois de février, mais complètement propre, il n'y a plus qu'à laisser faire. Et s'ils ne font pas des décisions aussi absurdes que Ségolène Royal, à l'époque, il n'y a aucune raison que les choses ne s'améliorent pas. De toute façon, la situation économique va leur imposer ce type de décision. Il y a une chose que je n'ai pas bien compris. Est-ce que le budget de la sécurité sociale, vous avez dit 1600 milliards, n'est pas discuté ni pas contrôlé par les parlementaires? Alors, il semblerait que ce soit les syndicats, patronaux et ouvriers, qui réglementent tout, mais où est leur représentativité? Comment sont-ils élus et quelle est leur représentativité? Et là, c'est là où il y a quelque chose de primordial à réaliser en France, revoir le syndicalisme français. Vous avez complètement raison, c'est une situation qui est unique au monde, qui est due au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'ordonnance de 47, qui confie le social aux syndicats. C'est pas le cas partout, on est même l'un des seuls pays, d'autres pays l'ont fait, à la Suède, etc. Bon, la première tentative dont on prend un peu la main, c'est le plan Juppé, bon, qui est un plan qui est un petit peu difficile, mais en réalité, qui a en quelque sorte mis la Sécu sous la tutelle ou le contrôle de l'État avec la signature de ce qu'on appelle le contrat d'objectifs et de moyens. Bon, vous avez complètement raison, on ne peut pas continuer des syndicats qui sont peu représentatifs, qui sont financés de manière pour le moins anachronique, voilà, et bizarre, vous savez encore la façon dont certains humilaient les négociations salariales, les négociations de branche. Bon, si le monde politique s'amusait à ça, je ne sais pas où on irait. Donc c'est vrai que sur le plan syndical, il faut vraiment progresser de manière tout à fait importante, et je crois qu'il y aura une étape supplémentaire sur le syndicalisme en France, sur ce qu'on peut faire et ne pas faire, et ce qu'on doit confier en gestion. Moi, ça ne me dérange pas tellement quand on confie la gestion. La seule chose, c'est qu'ils doivent rendre des comptes. Voilà. Et à la sécurité sociale, il n'y a ni les élections, ni les représentants, ni les débats qui existent. Or, c'est tout à fait nécessaire. Alors, pour continuer votre question, on n'est pas seul au monde. Bon, il y a des gens qui vont travailler une partie de leur vie à l'étranger. Il y en a qui, au contraire, qui viennent en France y travailler. Et comment les gens vont accepter très longtemps d'être dans le régime de sécurité sociale français s'il est beaucoup plus cher que les autres?
Il y a un moment où la concurrence qui s'avère en Europe et la règle s'appliquait au système social, qu'on le veuille ou non. Alors pour le moment, c'est dérogataire. Mais de plus en plus, vous voyez que le problème des affiliations des personnes qui travaillent à l'étranger, de plus en plus, il y a un souci parce que les gens ne veulent plus payer aussi cher, trop cher par rapport à ce qu'ils reçoivent. Et que donc, il y a une grande révolution à mettre en place. Je suis à peu près sûr qu'on va s'attaquer pas dans très longtemps. Voilà, parce que le problème de la sécurité sociale, c'est pas que vous payez l'élément, c'est aussi que les entreprises, les charges sociales et tout le reste. Donc, il y a pas de concurrence. Alors, on peut accepter de payer cher pour une santé de qualité, etc. Mais notre système de santé n'est pas meilleur que celui des Allemands ou des Suédois ou des Danois. Je comprends pas l'Angleterre. Mais en Danemark, on est bien soigné et ça coûte moins cher. Donc il y a des questions que les gestionnaires devront se poser de plus en plus. Alors on peut faire comme pour Pôle emploi, puisque Pôle emploi, les syndicats ne gèrent plus. Voilà, ils sont encore à l'UNEDIC ou à l'UNEDIC, le MEDEF et les syndicats patronaux et ouvriers donnent des grandes indications, etc. Enfin, le job, il est fait par l'État, en quelque sorte, qu'on le veuille ou non. Je pense qu'à la Sécu, on va aller de plus en plus vers des contrats où il faudra des objectifs. Donc, ça veut dire, oui, se bouge, voilà, ça sera géré à la place, hein. C'est pas compliqué. En tout cas, les députés, on a fait comme si c'était notre truc, et on leur dit, voilà ce qu'il faut faire, voilà. Et puis, ils ont un truc là dedans, mais ils étaient bien obligés voilà, la méthode, c'est qu'il y a une commission d'enquête permanente qui existe maintenant sur la gestion de la sécurité sociale. Voilà. Donc les parlementaires s'en occupent réellement, ça n'a que 3 ans, mais c'est très efficace. Dernière question, oui. J'ai aussi une question, si vous permettez. Alors, les 2 questions, on va les prendre ensemble. Vous avez exposé la fraude, ça a été mon métier pendant 35 ans à l'URSSAF de Paris d'abord, à l'URSSAF de Nice ensuite. Si j'avais touché 1% des redressements que j'ai fait, je serais riche. Mais par contre, je veux venir au deuxième problème. La CMU, vous n'en avez pas parlé. Or, la CMU, je vais vous citer 2 ou 3 cas rapides. Un médecin, il connaît plus mon métier, un médecin reçoit un couple habitant la Suisse. Et ils habitent comme résidence secondaire le château de la mer. Michel doit le connaître. Ils débarquent en tailleur Chanel, etc., la carte CMU. Un autre médecin qui reçoit un appel pour aller chez elle, pour lui renouveler son identité, et lui dit, vous ne pouvez pas venir au cabinet? Non, non, je viens. Elle habite à Croix des Gardes, cette personne, elle arrive, villa sur la baie, etc., carte CMU. Plus proche de nous, à la limite de Canet et de Cannes, une pharmacie, il y a un gars qui vient en Porsche, il présente la carte CMU. Alors, si on multiplie ça par toute la France, je pense qu'il y a des cartes CMU qui sont distribuées. Alors, je vais vous citer encore un exemple, je vous dirai peut-être le nom de cette personne. Une kiné qui reçoit une cliente qui, au bout de quelques jours, lui présente les papiers, et au milieu, il y avait une carte CMU. Elle lui dit, vous avez la CMU? Elle dit, je sais pas, c'est... Mais quoi? Il dit, mais je sais pas, mon mari a une entreprise avec 40 salariés. La Sécu lui avait donné la carte CMU. Alors, c'est peut-être un problème dont vous pourriez vous saisir. Alors, c'est un problème aussi, dont on s'est beaucoup saisi, parce que c'est l'AME, parce que j'ai entendu quelqu'un qui parlait de l'AME. L'AME et la CMU sont 2 mauvaises décisions prises par le gars Jospin, qui n'a absolument pas mesuré ce qu'on appelle l'étude d'impact, c'est-à-dire combien ça va coûter au demeurant. Alors, c'est pour le moment une mesure généreuse, sauf que l'application en est désastreuse. Voilà. Et sur la CMU, ça va faire partie des très gros chantiers qui sont en cours. Parce qu'avec le croisement des fichiers, vous allez comprendre qu'il suffit de demander aux impôts, oui ou non. Voilà. Et ces impôts sont parfaitement en mesure, avec les 4 autres prestations dont je parlais, notamment Pôle emploi, caisse d'allocation familiale, caisse de retraite, d'avoir la situation financière des personnes. Et en plus, avec le système bancaire, parce que la CMU, c'est extrêmement simple. Il suffit de demander de relever leur parent, c'est des personnes, pour savoir s'ils ont de l'argent, ils n'ont pas d'argent. Les personnes dont vous parlez, je suppose, doivent avoir un peu d'argent sur le compte. Bon, et donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, d'ici ça commence déjà sur la CMU à morfler, ça commence à morfler, parce que de plus en plus, les contrôles sont efficaces. Bon, et avec le regroupement des fichiers, à mon avis, plus personne ne pourra recevoir des sommes auxquelles il n'a pas droit. Je l'ai écrit au Premier ministre en octobre 2007.
Oui. Mais... Ouais, on en parle de la CMU, mais c'est un sujet, je vous dis, a priori, on va beaucoup progresser. Il faut savoir que la CMU, vous l'avez automatiquement quand vous étiez, vous l'avez automatiquement avec le RMI. Il n'y a même pas d'enquête. Vous aviez le RMI, vous aviez la CMU. Non, c'est fini, puisque le RMI n'existe plus, et de toute façon, il y a une deuxième enquête. Vous inquiétez pas sur la CMU, ça va avancer. Il y avait une question ancrée sur la ME. Bon, sur la ME, il y a un seul casino numérique a changé, tout a changé. L'aide médicale d'État, c'est celle qui est réservée aux personnes rentrées illégalement sur le territoire national. C'est une décision Jospin stupide. La première, c'était déjà un petit peu stupide au début, c'est devenu complètement idiot après, c'était réservé aux soins d'urgence dispensés par l'hôpital. Et par décision de Jospin, c'était ouvert à l'ensemble du système de santé français. Voilà. Et donc, ça veut dire que maintenant, vous pouviez faire les cures thermales, vous faire opérer les nez, pas du tout. Voilà, à condition d'être rentré légalement sur le territoire national et qu'il y ait le praticien de santé qui vous prenait. Alors, on a beaucoup évolué sur le dossier. C'est pas dans la mission parce que c'est un budget d'État, mais c'est pas le prévu. Mais peu importe, on a bien fait un gros travail avec nos collègues parlementaires, parce que notamment, on a réussi à faire craquer tout le monde sur les procréations médicalement assistées pratiquées dans les hôpitaux de Paris. Bon, donc a priori, on est parti du principe que quand vous rentrez illégalement sur le territoire national, le désir d'enfant, le besoin d'un enfant n'est pas tel que ça doit se transformer en urgence à 6 000 €. Voilà. Donc on a dit que là, c'était plus possible. Donc maintenant, on est revenu sur le palier de soins, c'est-à-dire que vous êtes rentré illégalement sur le territoire national. Bon, c'est pas bien, on va vous foutre dehors, mais si vous êtes, vous faites rouler sur le pied par un camion, il est évident qu'on doit vous sonner à l'hôpital. Bon, ça c'est normal. Donc les budgets de l'AME vont diminuer de manière extrêmement importante dès 2012, parce que les mesures, le palier de soins, c'est la réalité maintenant. Pourquoi est-ce que vous ne communiquez pas là-dessus, sur la CMU, sur l'AME? Un travail a été fait. Non. Après, sur le problème de la communication, c'est toujours un débat que nous avons avec nos militants. On fait passer tous ces messages. On informe donc les médias. Lorsque Dominique a rendu son rapport, il a fait une conférence de presse, je suppose, et ensuite donc ça n'intéresse pas les médias. C'est toujours toute la difficulté de donner l'écho nécessaire à une action qui est menée. Et la presse préfère bien entendu que Dominique dise que le président de la République a été mauvais sur ce sujet. Dans ce cas, il a beaucoup de chance de passer sur les journaux nationaux pour parler très en détail de ce sujet. Ça intéresse beaucoup moins. Donc malheureusement, c'est à nous. Donc c'est la raison pour laquelle Dominique est là aujourd'hui. Et à vous ensuite à faire passer ces messages en dehors de ce qui est fait dans le cadre de notre bilan au niveau de l'UMP, de notre programme. Et c'est vrai qu'il faut que vous nous aidiez à faire passer ces messages. Moi, je voudrais juste, avant de remercier Dominique, et j'ai une question. Oui. Vous la poserez. Je voulais juste, avant de terminer, de remercier Dominique de sa présence. Donc, comme il vous le disait, il est venu en moto rapidement pour être avec nous, mais je le remercie très sincèrement parce que je sais que c'est un sujet, vous m'en parlez souvent, je sais que c'est un sujet que vous souhaitiez évoquer, mais vous dire que je vois une évolution des mentalités qui est intéressante. Tu l'as dit au niveau de la gauche, suite à votre question, est-ce que si un gouvernement de gauche arrive, est-ce qu'ils feront pareil? Moi, je voudrais dire que j'ai déposé il y a quelques années un amendement pour exercer un meilleur contrôle sur la CMU. Je me suis fait dire de tout par la gauche, mais plus grave, j'ai un certain nombre de mes collègues qui ne m'ont pas suivi. C'est-à-dire que dans la mentalité, il y avait encore un frein, même chez certains de nos amis. Aujourd'hui, on voit que chez nos amis, ça a évolué parce qu'ils ont le retour de leurs concitoyens de cette injustice. Et on a un autre aspect, c'est l'aspect aujourd'hui financier, avec le risque d'un coup de tout perdre, qui oblige à regarder tous ces sujets avec un œil différent, avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de pragmatisme et de réagir. Donc on est effectivement sur une bonne voie. Ce qu'il faut, c'est accélérer. Vous avez accéléré grâce à ton rapport, Dominique. Il faut maintenant accélérer sur la CMU. Je suis sûre qu'il y a des sources énormes de financement à récupérer. Et puis sur l'AME, par contre, il y a eu effectivement un rapport intéressant et là maintenant des modifications qui nous permettent de réagir. Donc on est plutôt sur la bonne voie. On prend la question de madame et ensuite on se retrouve autour du verre de l'hémicycle. Ok,
premièrement, je voulais remercier Madame le maire député Michel Tabarot, qui fait un très bon job, aussi bien sur le plan local que national, d'une façon régulière, et qui est très apprécié. D'autre part, son frère au Conseil général fait un très bon job aussi pour les personnes âgées, etc. Je voulais vous remercier pour votre prise de parole. J'aurais aimé savoir si vous êtes la personne à la cellule parlementaire auprès de Xavier Bertrand. Êtes-vous la personne? Oui. Alors, je suis la personne qui vous a envoyé un email concernant l'école de prévention de santé des parents. Voilà, c'est un plaisir de vous rencontrer virtuellement. Voilà. Que tout le monde il avait parlé du shadow et aussi éventuellement de faire payer les prestations auprès des femmes pour éviter le problème de la bigamy et des frais extrêmes, etc. Enfin, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vous remercie beaucoup.